le projet s'est construit sans protocole prédéfini, perpétuellement réajusté par l'action, parfois avec des tensions. Ce projet a été conditionné par des ressources. On va y arriver juste après. Ce projet a été conditionné par un ensemble de ressources, qu'elles soient humaines, financières, techniques, mais également temporelles. Mais ce qui a permis que ce projet se réalise malgré les obstacles que l'on a pu rencontrer sur ce chemin, c'est véritablement une volonté collective de faire cette expérience qui était singulière et assez inédite. Dans le cadre de ce projet, il y a donc une vingtaine de personnes qui ont travaillé ensemble dans une première phase de manière sporadique au niveau du Bénin, puis nous avons tous passé 8 jours à Toulouse dans le cadre de la semaine culturelle béninoise, qui s'est divisée comme ceci: 3 jours de travail dans les réserves autour des collections du Muséum de Toulouse, puis quelques journées de colloques, de rencontres professionnelles, et pour finir les portes ouvertes dans le cadre des journées du patrimoine. Voilà. Ce qui a été important ici, c'est que l'approche muséale classique, où l'inclusion semble être simplement laisser la parole dans un cadre préétabli, a été délaissée. La participation était véritablement constitutive et dynamique de ce moment. Et elle impliquait de manière implicite et claire, finalement, de reconfigurer les rôles, de redistribuer les pouvoirs de la parole et de constater qu'on n'était pas invité uniquement pour valider ou invalider un travail qui avait été réalisé préalablement, mais également pour proposer d'autres récits et les complexifier. Cette expérience nous a donc confrontés à plusieurs questions que je me permets de partager avec vous. De manière générale, peut-on parler de participation sans interroger les hiérarchies qu'elle conduit? Peut-on inclure, non plutôt, nous devons inclure sans instrumentaliser, même si ce n'est pas toujours le cas de manière lorsque l'on l'observe, qui parle, qui documente, qui interprète, et finalement, à quelles conditions la parole des communautés est-elle reçue comme un savoir et non comme un témoignage? Une des choses qui a été extrêmement emblématique de ce projet et qui, je pense, a été très rarement réalisé au Bénin, mais pas que, c'est cet événement que vous voyez en photo qui se passe dans les réserves du Muséum de Toulouse. Je pense que vous aurez reconnu de quoi il s'agit, mais je vais me permettre de lire un extrait de l'article collectif qui a été écrit justement à propos de ce moment. Je cite: « Dans ce projet, il nous fallait absolument prendre en compte la question de la vie spirituelle des collections et la charge émotionnelle portée par toute l'équipe. Le moment le plus intense a été celui de la cérémonie de purification suivie de la consultation du FA pour demander l'autorisation de commencer le travail d'étude dans les réserves. La réponse à la consultation a été un oui franc et immédiat, et les objets sacrés ont reçu les honneurs qui leur étaient dus en respect avec la tradition. Un peu plus loin, au cours de notre collaboration, la pratique spirituelle, religieuse a ainsi fait son entrée au musée, transcendant les limites habituelles de la laïcité. Cette expérience nous a questionnés. Faut-il dissocier ces objets de leur fonction immatérielle au nom des normes de conservation ou de la laïcité? Le musée peut-il véritablement être considéré comme un espace laïque? Et enfin, le soin que demanderaient certains objets dépasse de loin la simple question des bonnes conditions de conservation dans le sens occidental du terme. Ce qui me semble rejoindre également ce qui a été dit un peu plus tôt dans notre échange. Une fois cette étape passée, nous avons enfin pu travailler, comme vous le voyez sur la photo, donc dans les réserves avec l'équipe franco-béninoise autour des collections. Le cœur de ce travail a été d'interroger notamment la qualification des objets, la question du vocabulaire, et de manière... et évidemment, les catégories muséales dominantes qui nous ont semblé parfois exotiques, militarisées ou folklorisantes. Et nous avons ainsi privilégié, toujours en intelligence collective et en discussion, un retour aux langues maternelles, traditionnelles, peu importe le terme, mais en tout cas pas vernaculaire. C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire parce qu'il pose problème, même si on le voit un peu trop partout en ce moment. En tout cas, il y a eu un retour au fond B qui s'est imposé à nous, au fond B, mais pas que, également à tous les patrimoines immatériels qui sont relatifs aux objets. Donc je vais parler par exemple des panégyriques, des contes, des proverbes, etc.
Donc on avait la chance, et je le cite, et les autres ont été cités préalablement, mais d'avoir notamment Gabin Djimassé qui était notre doyen, qui était d'un très grand apport pour ce travail ici. Ce qui est important sur cette question de la requalification et de la dénomination des objets qui sont issus du royaume du Dahomey, mais pas que d'ailleurs, qui se trouvent dans des musées occidentaux, mais je pense que cette question se pose même pour certains musées qui sont au Bénin. Comment se fait-il que même au Bénin, les objets soient en français et après traduits dans un fond B francisé lorsqu'il s'agit par exemple d'objets inhérents au Dahomey? Comment peut-on parler d'un objet sans utiliser sa propre langue? Je pense que c'est fondamentalement problématique, même s'il est évident que pour des questions de transmission et également de partage avec des publics extérieurs, je ne parle pas fond donc pour moi-même, il y a également tout un travail de traduction à faire qui semble important.